entreprises de création, du succès, parfois d'échecs, rapidement, mais ça permet d'apprendre beaucoup de choses, et on peut applaudir très chaleureusement. Alors, je ne sais pas s'ils arrivent, voilà, donc on va applaudir Maëlys, Charlotte et Mathieu qui me rejoignent. On peut les applaudir parce que franchement, vous allez voir, c'est des jolis parcours. Alors, Maëlys, Charlotte et Mathieu. Voilà. Donc Charlotte attend un heureux événement dans quelques mois. Donc bravo Charlotte, voilà, 5 mois. Maëlys, donc toi, tu es née donc en 1975, on peut le dire, tu es toute jeune. Tu as un beau diplôme d'HEC, tu as fréquenté pendant tes différents stages des belles enseignes comme Kraft ou Procter. Et puis tu as créé ta boîte 6 mois, ta première boîte, 6 mois après ton diplôme d'HEC. Et tu as levé comme ça 3 millions d'euros. Comment ça s'est passé? C'était une boîte de quoi exactement? C'était un comparateur de prix online qu'on a lancé en 2000 et qu'on a dû fermer 2 ans après, faute d'actes d'achat encore sur Internet à ce moment-là. Et le business model, c'était quoi? Tu étais censé vendre quoi à Arithmedia? En fait, nous, on étudiait le comportement d'achat des internautes et on revendait la data aux marchands pour qu'ils puissent mieux placer leurs produits, mieux rédiger leur description de produits et influer sur les actes d'achat. Et pourquoi ça n'a pas marché alors? Parce que à ce moment-là, ce qui se vendait online, c'était exclusivement les voyages et les produits classés X. Et quand on a eu assez de faire le top 10 des produits X, les plus vendus sur Internet, on a dit bon, ça sert à rien. Il n'y a pas d'Y en fait, on s'est créé soit trop tôt, soit trop tard. Trop tôt parce que les gens n'achetaient pas assez, soit trop tard parce que c'était déjà la bulle Internet et on n'a pas levé assez pour tenir. Et alors juste après, donc tu recrées une deuxième boîte. Là, tu vendais du DAF en timeshare. En fait, à ce moment-là, comme j'ai vécu quand même en 2 ans le soufflet qui monte très vite et qui redescend aussi vite, je me suis déjà dit je veux passer un temps sans salarié maintenant. Donc j'avais juste un petit stagiaire avec moi et je vais aider les autres entrepreneurs qui se plantent comme moi je me suis planté à peut-être moins se planter. Et c'est au travers de cette entreprise-là d'ailleurs que j'ai redécouvert le marché d'après dans lequel je me suis lancé, qui était les crèches. Alors justement, donc ça c'est en 2003, tu as été la première entreprise à créer donc des crèches privées, c'est ça? Au départ, en février 2003, quand j'ai écrit mon business plan, je ne pouvais même pas être exploitant de crèche, puisque le secteur était fermé aux entreprises. C'était un secteur réservé aux crèches publiques, aux crèches associatives. Et mon idée, c'était d'accompagner les crèches associatives qui avaient des difficultés financières dans la meilleure gestion de leur quotidien. Et 2 mois après l'écriture de mon business plan, le secteur s'ouvre au marché privé. Donc du coup, coup de chance. 1 an après, le gouvernement lance le crédit d'impôt famille qui permettait aux entreprises de bénéficier d'importants crédits d'impôt quand ils finançaient des places de crèche pour leurs salariés. Et encore 2 ans après, il y a eu exonération de TVA. Donc en fait, mon petit chemin de campagne de conseiller, consultant pour crèche associative, il s'est transformé en autoroute 8 voies. Et voilà, il n'y avait qu'à courir pour tenir le rythme. Et donc là, quelques années après, donc tu revends tout ça à Sodexo. À ce moment-là, donc la boîte fait 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1200 collaborateurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Et les 1200 personnes, c'est dur de trouver du personnel sympa, compétent, pas trop cher et fidèle ou pas? Ce qui était surtout dur, c'est qu'on avait 99% de femmes, moyenne d'âge 32 ans, donc 25% de taux de maternité chaque année. Et Charlotte, c'est compliqué à gérer. Oui. Non, après, ce qui était plus compliqué dans ce secteur-là, c'est quand on arrive en tant qu'entreprise dans un secteur qui est dominé par le public, les associations, et que c'est très mal vu qu'une société puisse venir vouloir faire de l'argent sur le dos de ses pauvres petits-enfants. Voilà, c'est un peu l'étiquette qu'on vous colle quand vous êtes dans le sanitaire et que vous êtes entreprise. Mais tout comme c'est le cas maintenant dans mon nouveau secteur, où je suis dans le médico-social. Alors, tu l'as vendu combien ta boîte? Parce que enfin, c'est Congrès, les DAF, on parle un peu d'argent, toi. À quelques dizaines de milliers d'euros près. Hein. Enfin, là, on n'est pas. Non, je donnerai pas de chiffres, mais assez en tout cas pour me dire que je pouvais arrêter de travailler à 40 ans. Et tu avais 40 ans. Et j'avais 39 ans, donc j'ai réussi le challenge avec 1 an d'avance. Donc avec tous ces sous, c'est-à-dire tous ces sous, donc tu continues à travailler quand même. Tu avais 44% de la boîte, c'est ça? Oui, j'avais 44%. Donc ça vaut combien 44% d'une boîte de crèche rachetée? Parce que Sodexo, ils ont des sous. Je sais pas, les gens de Sodexo, quand ils veulent un truc, ils peuvent mettre le prix, non? Bon, ils l'ont mis, voilà. Donc là, ton dernier bébé, si je puis dire. Donc là, ça repose aussi sur un constat, ta dernière création? Oui, alors c'est plus qu'un constat, c'est une situation personnelle. J'ai une petite sœur qui est handicapée, elle a eu un accident de voiture jeune et qui vivait chez mes parents. Et un jour, mon père m'a demandé d'être tuteur de ma sœur le jour où il serait plus en capacité de l'être. Et j'ai dit ok, mais on va réfléchir tout de suite où elle va vivre après, parce qu'elle vivrait pas chez moi. Elle voulait pas vivre en établissement.
Et du coup, en réfléchissant à la fois un endroit où elle serait pas seule, donc pas en situation d'isolement, où elle aurait une présence 24/24 d'aide humaine, mais sans avoir les moyens, elle, de financer 4 salariés temps plein, et ben j'en suis arrivée à créer des colocations, enfin une colocation pour elle d'abord, où elle vit avec 5 autres personnes handicapées, et où il y a une équipe de 10 salariés temps plein qui s'alternent 24/24. Et ce qui était un projet que pour elle au départ, 2 ans après, on a décidé que c'était juste trop beau et qu'il fallait en faire d'autres. Donc, Et aujourd'hui, il y a combien de maisons? on a ouvert notre 4e cette année-là, et on a 5 en chantier pour une ouverture dans les 7 mois qui viennent. Et l'objectif, c'est d'en continuer à en ouvrir le plus possible. J'ai fait 100 crèches en 10 ans, on a dit qu'on ferait 100 colocations en 10 ans. Alors, toi, Charlotte, tu es diplômée d'une belle école de commerce aussi, Grenoble, école de management. On s'est rencontrés récemment, d'ailleurs, à ce sujet-là. Tu as commencé par être salarié avant de créer ta boîte ou tu as créé direct? Oui, j'ai été salariée pendant 2 ans avant de monter ma boîte dans une petite agence. J'ai démarré chez L'Oréal et ensuite j'ai bossé dans une petite agence de design. Et tu as beaucoup apprécié d'ailleurs le design, hein? Tu as aimé cette aventure? Oui, alors rien à voir, c'est pas du design de mobilier, c'est du packaging. Donc on travaillait beaucoup dans le secteur des cosmétiques et vins et spiritueux, qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Alors justement, donc tu crées ta boîte, c'était Salency, c'était il y a combien de temps? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, donc ton métier aujourd'hui, c'est quoi? Tout ce qui traîne, tout ce qui est brocante, tout ce qui est machin, tu le rachètes, tu mets sur un site internet, puis on l'achète? Alors pas exactement, pas tout ce qui traîne, puisque du coup on est une plateforme effectivement, mais une plateforme sélective de mobilier et décoration de seconde main. Donc quand je dis plateforme, nous on n'achète rien, on ne détient pas de stock, on met en relation des vendeurs qui sont soit des pros, des antiquaires, brocanteurs ou des particuliers, avec des acheteurs qui, comme vous ou moi, ont envie d'avoir des produits qui ont une âme, qui ont une authenticité, qui vont apporter quelque chose à notre intérieur. Oui. Et alors, tu travailles en B2B ou B2C? C'est-à-dire que tu as des professionnels qui viennent également acheter? Ouais, du coup, on va dire B2B2C dans le sens où on est vraiment une plateforme qui agrège tous ces vendeurs, sont essentiellement des pros aujourd'hui, 70%. Et ensuite, nos acheteurs, c'est et des professionnels et des particuliers, mais en grande majorité des particuliers. Donc, tu es un concurrent de Sophie Davant à faire conclure, c'est ça? Oui. Mais toi, version matin, midi et soir. Alors, la boîte marche bien, tu fais combien en volume d'affaires généré? C'est autour de 10 millions, c'est ça? Ça, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, on est encore en belle croissance. On arrive à maintenir des croissances à 3 chiffres chaque année. Et est-ce que tu garantis que les objets ne sont pas volés? Parce qu'il y a des petits filous, tu piques un truc, pof, tu le revends tranquillement. Ouais, effectivement. Donc ça fait partie de nos gros assets de plateforme, c'est de dire on a la garantie du paiement, la garantie de la transaction. En tout cas, on va jusqu'au bout de la transaction et on accompagne clients et vendeurs. Donc il n'y a pas de vol, il n'y a pas de fraude possible. Voilà, ça c'est un peu notre travail d'agir en tant que tiers de confiance. Et ton business model, tu gagnes tes sous comment? Tu prends une petite commission de 90% sur chaque transaction? Alors si seulement c'était 90%, ce serait bien. Non, on est plutôt entre 15 et 20, ce qui fait des marges, des petites marges, donc business de volume. Et alors, en face de toi, tu as des micro-boîtes là, qui viennent te titiller, qui s'appellent eBay, Le Bon Coin, enfin... C'est pas facile de survivre avec des géants autour de toi. Oui, le problème de ces plateformes, c'est une fois de plus leur approche très généraliste et le manque justement de sécurité, de qualité dans à la fois le catalogue et le service qu'ils peuvent proposer aussi autour, quoi. Donc nous, on a vraiment on a choisi cette verticale du mobilier et de la déco. On y reste, on apporte du conseil, du service autour, de la livraison, du paiement, etc. Et on facilite vraiment les transactions. Ce qu'aujourd'hui le Bon Coin ne propose pas. Je vous invite à faire l'expérience de quelques arnaques. Combien de... Ouais, quelques arnaques, ouais. Oui, ça court pas mal les rues sur le Bon Coin. Combien de collaborateurs aujourd'hui? On est une quarantaine aujourd'hui. Une quarantaine, quoi. Et dans le capital, il a bougé un petit peu le capital récemment? Oui, il a pas mal évolué puisqu'on a déjà fait 2 levées de fonds et plus un petit tour de business angel en 2014. Donc oui, on s'est déjà bien dilué. Alors Mathieu, donc toi Mathieu, t'es le jeune de l'étape, hein. T'es né en 90 là, dans un beau pays à Aix-en-Provence, d'où le teint allé de Mathieu. Au niveau scolarité, donc t'as fait un IUT, puis après une école de commerce, un l'INSEC. C'est ça. Et puis après t'es parti pas mal de temps, tu vois, notamment en Corée. T'as vécu 8 mois, c'est ça en Corée? C'est ça, en Corée du Sud, une université en exchange student. Et là, pourquoi le Corée du Nord, ça n'a pas tenté Non, malheureusement, il n'y avait pas de parcours universitaire là-bas qui nous proposait. Bon. Et après, donc, tu as vécu également quelques temps à Londres, hein, en tant que stagiaire, c'est ça? C'est ça, non, j'ai fini mes études à Londres, et puis ensuite, le vin et la charcuterie me manquaient trop, et malheureusement, je suis rentré en France. Ah, la vie, pour la travailler. France, quoi. Oui. D'ailleurs, il y a une très bonne émission sur le vin qui s'appelle Invino, qu'on peut retrouver tous les samedis à 12h30, et tous les dimanches à 12h30 également sur Sud Radio. Ça, c'est ma pub personnelle. Alors, tu reviens en France, là, tu retrouves ton pote, tu travailles dans une start-up, et t'arrêtes pas d'éternuer. T'éternues partout, là. Donc, tu as un problème, et là, tilt, ça y est, l'idée du masque magique est née.
Exactement, en gros, ça c'est pas, j'ai pas que éternué. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré en France avec Flavien, on s'est retrouvé là-bas, on était tous les deux dans nos premiers travails. Moi, j'étais data analyst dans la publicité pour une start-up dans le real-time bidding, et lui était ingénieur informaticien dans une boîte similaire. Et on allait tous les deux, tous les matins, en vélo et en scooter au travail, on passait le tunnel de la Défense. Et moi, qui suis jamais malade, malheureusement, j'ai eu une infection pulmonaire suite à cette surexposition à la pollution de l'air, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des spécialistes qui ont fait des essais, des médecins, t'as rencontré? Des médecins, bien sûr, et ces derniers ont évalué par rapport à mon exposition quotidienne à cette pollution de l'air que l'inflammation pulmonaire était due à ces particules extrêmement fines que j'inspirais tous les jours. C'est à ce moment-là qu'avec Flavien, qui lui avait des grosses crises d'allergie, on a essayé de se protéger. On a acheté une 50aine de masques sur le marché par rapport au fait que tout simplement c'était devenu une obsession. En fait, on ne pouvait pas quitter Paris, quitter nos premiers travaux et aller s'installer dans un endroit où l'air était plus sain. Et donc, à travers les produits qu'on a achetés, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait aucun qui était efficace, il n'y en avait aucun qui était confortable et aucun qui était un peu joli ou même éthique. C'était que des produits fabriqués en Chine et grossièrement avec un filtre à café à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de se lancer et de créer la start-up qui s'appelle AirPure, qui a développé le masque le plus efficace au monde contre la pollution de l'air. Et alors ça, en plus, Cocorico, c'est du made in France, mon cher Mathieu. Exactement. Ce qui est bien aujourd'hui, on est très fiers, c'est de faire un produit qui fait du bien aux personnes qui le portent, mais aussi du bien aux personnes qui le fabriquent. Bah, ça te fait du bien toi aussi, parce que 149 € le masque, c'est bien, quoi, non? C'est bien, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, c'est un produit qui est entièrement made in France, avec des technologies qu'on a brevetées. Et malheureusement, ce sont des coûts qui sont inamortissables aujourd'hui par rapport au fait que les technologies sont nouvelles, elles sont brevetées mondialement, et encore une fois, l'exclusivité fait qu'aujourd'hui, on est les seuls à proposer ces technologies-là aussi avancées dans le monde entier. C'est pour ça qu'on travaille. Donc ça, avec tu dis que tu fabriques en France, c'est ça? Exactement, tout est fabriqué en France. Et aujourd'hui, donc le marché, donc l'entreprise, donc tu as réalisé de mémoire 1,6 million, 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires l'an passé? C'est ça. Non, cette année uniquement. Nous, ouais. On est une jeune société. On a commencé par un crowdfunding déjà l'année dernière. Ouais. Et cette année, on fait notre atterrissage autour d'1,3 million, 1,5 million pour notre première année de vente. Et le marché, il est juste mondial, quoi, Mathieu. T'as un boulevard. Le marché est mondial, en effet. Aujourd'hui, on fait 75% de notre chiffre d'affaires en France, par rapport au fait qu'on est français et qu'on est très présent sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens nous connaissent. Mais on commence à tabler sur l'international par rapport au fait que c'est notre vraie vision suite à la levée de fonds qu'on a clôturée il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, combien de collaborateurs dans l'entreprise, hein? Aujourd'hui, on est 12 personnes. 12 personnes. On est à Station F, on est toujours à l'incubateur HEC. Ouais. Et on est en phase d'expansion internationale sur l'année 2020. Et pour la partie distribution, donc tu as le site qui cartonne bien, et tu as également d'autres réseaux de distribution à créer qui ne sont pas infinis, mais il y en a quand même beaucoup, quoi. Il y a quand même beaucoup, comme jeune start-up hardware, on fait beaucoup de ventes e-commerce par rapport au fait que les marges qu'on a au début ne suffisent pas à aller chercher des distributeurs ou des retailers. Aujourd'hui, on a réussi à s'optimiser en termes de production parce qu'encore une fois, le hardware, oui, c'est hard, c'est assez compliqué. On se heurte à énormément de problématiques. Et aujourd'hui, face aux investissements qu'on a pu faire sur ces lignes de production, on arrive à engranger plus de volume et donc plus de marge pour nous permettre de rentrer dans ces boutiques de professionnels. Tu as un masque à nous montrer ou pas? Je ne l'ai pas pris, il est dans mon casque, mais marketing je vous invite à aller même, sur le site airpure.com, R-6PUR. Oui, c'est le R, hein, c'est pas AIR, c'est R. Hein. Exactement, mais vous tapez AirPure sur Internet, vous nous trouverez directement, ouais. Pas de souci. Alors, aujourd'hui, donc, on parle de réussite, de succès, de création aussi. Au tout début là, de ta première boîte, Maëlys, ton premier compte bancaire, là, tu l'as ouvert dans quelle banque, si tu t'en souviens? Et est-ce que le banquier, en te disant bonjour, je vais créer une boîte, j'ai pas d'argent, j'ai pas de clients, il t'a ouvert les bras tout de suite en disant je t'aime, Maëlys, ou pas du tout? Alors, j'ai eu la chance, moi, d'être accompagnée par le CIC, parce que j'ai eu une mention très bien au bac, et à l'époque, le CIC finançait... Bac que tu as eu à 14 ans, je suppose? Non, 18 ans, comme la plupart des gens. Non. Et du coup, j'étais suivie par la responsable de l'agence de Saint-Cloud, et qui m'a d'ailleurs, elle, présenté mon premier business angel de ma première boîte. Et quand du coup j'ai ouvert le compte de la boîte, forcément je l'ai ouvert chez elle aussi, quoi. Et toi, Charlotte, tu as eu du mal à ouvrir le premier compte bancaire? Vous retrouvez un banquier sympa qui se dit elle est sympa la petite? Ouvrir un compte, non. Aller chercher des sous, un peu plus. Ouais, c'est ça, quoi. Et toi, Mathieu? Nous, on a eu un peu plus de chance par rapport au fait qu'on était déjà dans cet environnement où la start-up était assez
aidé, et donc on a pu obtenir des leviers assez rapidement, dans un premier temps avec la Société Générale, et aujourd'hui avec la BPRI qui nous accompagne sur un très gros levier avec notre levée de fonds. Toi, Charlotte, pour le tout début du financement, pour trouver un petit peu d'argent, qui a mis des sous au tout début? Tu parlais de Business Angel, de copains, Friends and Family, qui a mis des sous au début? Alors Friends and Family, non pas trop. On s'est vraiment tourné vers les Business Angels, donc des entrepreneurs français qui avaient réussi. Et on a tout fait d'ailleurs, cette petite levée sur LinkedIn. Je pense que c'était le plus gros ROI de la boîte avec 50 € investis. On a levé 500 000 € en 2 semaines. C'était assez efficace. Ouais. Ouais, c'est tout. Ça a été le premier tour. Mais effectivement, on pouvait pas du tout faire appel aux banques avec notre modèle de faible marge une fois de plus. Et de, 15-20%, ça va quoi. Ouais. Toi, Bélis, tes premiers sous là, ta première levée, c'était quand même 3 millions d'euros à l'époque. Tu étais diplômé depuis 6 mois. T'as trouvé ça facilement? T'as cherché? T'as galéré? Encore une fois, c'est ma banquière qui m'a présenté un de ses autres clients. Et lui, il a mis 3 millions. Bah oui, alors c'est vrai que le nom du diplôme, le petit tampon aide. Et bon, c'était des business angels qui investissaient dans pas mal de boîtes avec des projets online à l'époque, et sans savoir que la bulle allait exploser pas longtemps après, quoi. Ouais. Mais du coup, par contre, sur la deuxième boîte, c'est la boîte de crèche, j'ai pas voulu faire de levée de fonds, alors que là, on était extrêmement consommateur de CAPEX, puisque une crèche, globalement, c'est entre 10 et 15 000 € d'investissement par berceau créé. Donc une crèche de 40 places, on est vite à 600 700 000 € d'investissement. Mais comme on bénéficiait de subventions de l'État pour la moitié, donc on arrivait à emprunter, on apportait 1 €, l'État a apporté la moitié et la banque a apporté le reste. Et donc on a réussi quand même à développer en 10 ans ces 45 millions de chiffre d'affaires avec 80 000 € de capital qu'on avait mis nous-mêmes, 3 associés. Le financement, de façon générale, Mathieu, des startups, des jeunes boîtes, qu'est-ce que tu en penses en France? Aujourd'hui, nous, on a eu beaucoup de chance parce que déjà, on a pu faire des prêts d'honneur, qui sont des prêts qui sont facilités directement personnels pour les entrepreneurs. Nous, personnellement, avec Flavien, mon associé, on s'est beaucoup entêté. C'est comme ça qu'on a réussi à rassembler beaucoup d'argent au début. On a fait des prêts d'honneur auprès du Pépitésam, auprès des arrêts métiers, auprès de Wilco, auprès aussi d'autres organismes qui prêtent directement pour les projets innovants. Donc au total, tu as emprunté combien là-dessus en cumul? Par personne, on doit être autour de 200 000 €. 200 000 € quand même, d'accord. Ouais. Parce qu'il faut les rembourser les prêts en général, non? Ouais, exactement. Si tu as un honneur, tu le rembourses. Si tu n'en as pas, malheureusement, on a des facilités aujourd'hui qui aident les entrepreneurs, s'il y a un échec, à effacer cette dette. Parce qu'aujourd'hui, on encourage énormément ces personnes à entreprendre. Les Français ont énormément d'idées, ils en ont plein la tête. Et aujourd'hui, je pense que la France est extrêmement bien représentée dans ce milieu. Et aujourd'hui, la France et le gouvernement aident directement à lancer les premiers 30 000 €, la fameuse bourse French Tech qui a changé de nom à l'époque, qui est un billet de subvention de 30 000 €, qui peut être un levier de banque directement x2, x3 pour directement lancer son entreprise. Bien sûr, il y a des étapes de sélection avec pas mal de personnes qui évaluent votre projet. Et si tout ça fonctionne, vous pouvez directement vous lancer avec quelque chose de confortable pour faire une preuve de concept. Maëlys, aujourd'hui, donc, tu as une réussite qui est superbe, mais quand même, ta première boîte, tu l'as quand même plantée. C'était dur, cette notion d'échec, tu as eu les boules, tu as pensé, tu as mal dormi, tu t'es dit, quelque part, quelqu'un m'a fait confiance, il a mis 3 millions d'euros, il a tout perdu. Vivre l'échec, c'est pas facile, notamment en France. Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, je dirais que la chance que j'ai eue, c'est que mon premier business angel, je travaille toujours avec lui. Ah, bon, parce qu'en fait, une fois qu'on il doit être très riche, il doit être très riche, alors. Non, même pas, non, il a laissé pas mal de plumes quand même dans pas mal de startups, mais quand j'ai fermé ma boîte, il était en train de racheter une entreprise en dépôt de bilan, et donc il est venu me chercher pour justement m'occuper de ses finances. On a replanté cette boîte 1 an après, et maintenant c'est lui qui crée des startups et dans lesquelles j'investis moi maintenant pour rendre un peu ce qui revient. La boucle est bouclée. Et tous les deux là, on vous souhaite pas l'échec évidemment, mais vous y pensez? Vous dites si je me plante, c'est grave, c'est pas grave. Est-ce qu'on l'envisage ou pas? Il faut l'envisager. Il y a quand même plus de chances de se planter que de réussir. Si toutefois, en tout cas, une fois de plus, nous sur notre modèle. Donc ouais, il faut l'envisager. Maintenant, on est animé plutôt par la réussite au quotidien. Ouais, c'est clair. Ouais. Mathieu, tu penses ou pas? Ou alors faut pas y penser justement. C'est-à-dire faut qu'on foncer, mais est-ce qu'on peut se préparer? Est-ce qu'on est préparé à l'échec? Je pense qu'on n'est jamais préparé à l'échec quand on est entrepreneur, à moins d'avoir une expérience antécédente. Mais aujourd'hui, on n'y pense pas beaucoup. Nous aussi, on est très optimistes là-dessus. Après, on est dans un domaine hardware où des investisseurs nous ont suivis et ils se sont dit que tout simplement, mais le hardware, ça vaudra jamais rien parce que même si c'est la moitié de rien, c'est quand même la moitié de quelque chose, comme ils nous ont dit. Mais on est quand même encouragé par rapport au fait que quand on est les premiers à se lancer sur un secteur qui est pour l'instant précurseur, on est assez content de voir qu'on fait bouger les choses et que
il faut tout simplement pas y penser, je pense. Après là, quand tu te maries, tu penses pas au divorce non plus le jour où tu te maries. Donc, Alors justement, il faut y penser au divorce au jour où tu te maries. Bon, alors au niveau donc de l'accompagnement donc des entreprises, des jeunes boîtes, est-ce que vous avez commencé tout de suite avec un expert comptable et puis après enfin un DAF vous a rejoint? Au tout début, on commence avec qui? On commence avec qui on peut d'abord. Maëlys? Alors, moi, j'avais une DAF. Dès le départ? Non, pas dès le départ, mais très vite, parce que au départ, j'ai confié la compta à un cabinet, puis je me suis vite aperçu quand même que c'était cher et qu'on t'attendait longtemps pour avoir tes prévisionnels et tes budgets. Et du coup, j'ai recruté une DAF qui est partie à un moment donné et que je pouvais pas remplacer parce que j'avais plus de sous, on fermait la boîte. Et du coup, j'ai acheté le bouquin Compta Facile en 3 jours, et donc j'ai appris la compta. Et depuis, je suis ma propre DAF sur toutes les boîtes. Voilà, donc je n'ai plus jamais eu de DAF. Et plus jamais eu de cabinet expert comptable. Bon, Charlotte, la compta en 3 jours, ça prend aussi. Hein. Non, alors moi, ça n'a pas été mon truc, mais on est plutôt passé par un expert comptable sur les 4 premières années. Après, mon associé a géré quand même aussi une bonne partie à la fois l'accompagnement de l'expert comptable, mais aussi une partie c'est lui qui gère le budget, quoi, globalement. Donc, voilà, et on vient tout juste de recruter une DAF il y a 8 mois. Elle est bien? Ouais. Bon. Mathieu, tu as un DAF, un ou une DAF? Nous, pas encore. On recherche un poste par rapport à ce type de personnes qui va nous accompagner sur l'année prochaine. Tu cherches un poste? Tu cherches un candidat ou un poste? Je cherche un poste. Un poste. On est en train d'établir ce poste. D'accord. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous, on a eu la chance d'être accompagnés par pas mal d'organismes qui soutenaient les startups et des personnes qui étaient volontaires pour nous donner des tips sur la partie comptable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous, on a été accompagnés par la DFCG, par Arnaud, qui a organisé un pôle de DAF qui accompagnait des startups dans leurs problématiques quotidiennes. Et on a suivi ce programme pendant 6 mois qui nous a permis de rencontrer des personnes déjà extrêmement qualifiées et en plus qui nous ont aidé à nous structurer de la bonne manière pour arriver jusqu'à la levée de fonds et même voir plus loin par la suite. Donc on est très content et je fais la petite pub pour ce programme parce qu'il a très bien marché pour nous. Quel regard, Maëlys, tu portes justement sur le rôle du DAF aujourd'hui, dans tes boîtes ou en dehors d'ailleurs? Le DAF, il est comment selon toi aujourd'hui et vers quoi il pourrait tendre demain, après-demain? C'est-à-dire que l'évolution d'un DAF, c'est quoi? L'évolution d'un DAF, parce que moi je suis DAF, mais dans mes propres boîtes, j'ai jamais mais été... Oui. Déjà, moi je donne un conseil, d'ailleurs, c'est toute personne qui veut se lancer dans la création d'une entreprise, je pense que c'est bien d'être à plusieurs, mais c'est hyper clé qu'il y en ait un qui soit, qui tienne la finance. Gestionnaire. Surtout au début, parce que moi j'ai toujours été dans des métiers un peu d'épicier, où on gère beaucoup de masse salariale et où très vite ça peut déraper. Donc il faut avoir un œil permanent sur le quotidien. La trésor et puis le reste, quoi. Ouais. La trésor et puis le résultat, quoi. Il n'y a pas qu'à que la trésor. C'est vrai que souvent les entrepreneurs justement qui ne sont pas financiers focalisent sur la trésor. Et se rendent pas compte que un jour la trésor, si le résultat il est pas là, la trésor un jour elle est bouffée, quoi. Donc après la question sur le rôle du DAF, mais dans quel cadre alors? En général, c'est avec le DAF. Est-ce que demain un DAF va devenir dirigeant d'entreprise facilement? Est-ce que le DAF doit être plus orienté business? Est-ce qu'il doit être plus proche des autres fonctions de l'entreprise, de la DRH par exemple? Ça dépend si le DAF il est plutôt technique ou plutôt, on va dire vraiment sur les aspects de compta, de contrôle interne, ou si il va s'élargir au contrôle de gestion par exemple. Moi j'ai eu beaucoup de financiers dans mon service avec moi ils étaient super bons comptables, mais par contre en contrôle de gestion, pas bon. Non, et on suivi des opérations, ils n'étaient pas bons. Donc je pense qu'en tout cas, c'est important d'avoir les deux casquettes. Aujourd'hui, d'être qu'analyste, on va dire, et pas dans les opérations suivies de performance, et voire même d'être contributeur à trouver de nouvelles idées et faire évoluer la performance. Il faut avoir absolument les deux. Les deux, quoi. Charlotte, tu as un avis sur le rôle du DAF et sur l'évolution? Alors nous, c'est basé sur ma propre expérience, je dirais une évolution plutôt vers justement le suivi de la perf et du coup le marketing aujourd'hui qui est vraiment très lié, c'est vraiment le challenge, la data, la perf au quotidien, en tout cas au moins un suivi hebdo, et aujourd'hui je pense que notre DAF va tendre un petit peu vers ça, quoi, puisque c'est vraiment le pilotage du budget, le pilotage de suivi de performance, donc ça fait carrément sens. Mathieu, tu as un avis ou tu n'as pas d'avis? Nous, on recherche quelqu'un qui va être extrêmement proche de la partie stratégique et opérationnelle et de la vision par rapport au fait qu'un DAF va nous permettre d'orienter d'un point de vue BP, d'un point de vue financier, ce qui va se passer sur les prochaines années. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit au coude à coude par rapport à ça et qu'on ait les mêmes états d'esprit et qu'on se voit même plus
que sur certains pôles de l'équipe par rapport au fait que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir optimiser tout ça et arriver à nos fins sur le point de vue stratégique. Donc je pense que c'est extrêmement important d'être très très proche et d'en parler très régulièrement. Alors, avec votre prisme d'entrepreneur, de start-upper, est-ce qu'il faut associer les collaborateurs au capital de vos boîtes ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est limite? Il faut attendre un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, Maëlys? Alors, moi, j'ai voulu le faire dans ma boîte de crèche. Et notamment, j'ai essayé de convaincre mes associés juste avant que Sodexo ne rentre. Parce qu'en fait, Sodexo, il est rentré en plusieurs fois. Et donc, en 2000... c'est quand? C'était en 2010, ils ont pris 35% de la boîte et ils devaient prendre ensuite 40% 2 ans après et puis le reste encore 2 ans après. Et je trouvais ça intéressant d'associer les salariés au moment où ils faisaient leur première entrée, puisque 2 ans après on vendait sur un multiple 2 ans après et que c'était bien si les salariés contribuaient à la performance et du coup étaient rétribués aussi pour leur participation. Mes associés n'ont pas voulu. Et ça m'a laissé un goût après un peu amer parce que quand on a nous vendu, qu'on a bien vendu, on n'a pas pu associer. Combien vous avez vendu là? Oh, c'est jamais. On va attendre l'apéro. Après l'apéro, ça va sortir. Ça, oui. Bref, du coup, quand j'ai monté ma nouvelle boîte, là, j'ai fait autrement. J'ai associé tout de suite mes salariés au capital et je leur ai même laissé la majorité du capital. Tu as laissé la majorité du capital et des salariés? Voilà, en leur disant que dans quelques années, ils prendront l'intégralité du capital. Et toi, tu l'as fait dès le départ? Tu embauches quelqu'un, tu lui files le départ ou tu attends de voir pendant 6 mois? Non. Enfin, dès le départ, j'ai constitué une équipe, donc j'ai associé les 5 premiers. Et maintenant, on va dire, c'est au bout d'1 an de présence qu'on associe les autres. Charlotte, qu'est-ce que tu en penses avec toi, tu es jeune également, il faut le faire, pas le faire, il y a des limites? Nous, on a été plutôt pro, on l'a fait sur nos 20 premiers salariés d'office, on a fait donc système de BSPCE. Et on en est très content et aujourd'hui c'est un peu en fonction des profils que l'on recrute et des appétences de chacun aussi. Donc on le systématise plus, on l'a fait sur les 20 premiers, vraiment ceux qui ont lancé la boîte, etc. Et maintenant c'est un peu à discrétion de la personne recrutée, quoi. Et les 20 premiers travaillent toujours à tes côtés? Une grande majorité. D'accord, donc ça accélère quoi, une fidélité, une envie, une motivation, une performance. Ça améliore effectivement, ça fidélise. L'objectif pour nous, c'est la fidélisation des salariés, évidemment. Des talents en tout cas. Ouais. Des talents. Oui, je pense que ça fonctionne bien. Après, et c'est là que je trouve que c'est assez sain, c'est que ça reste, c'est pas le seul et unique moteur de motivation, puisque c'est vesté. Nous on a un modèle qui est vesté du coup sur 3 ans, 4 ans, je ne sais plus maintenant, mais du coup suffisamment longtemps pour que si la personne a un doute, elle va pas rester non plus juste pour aller au bout de son vesting, quoi. Donc je trouve que c'est un modèle qui est assez intéressant. C'est intéressant. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Tu as associé également tes 11 copains? Bon, nous, on n'est pas encore 20, mais oui, les 5 premiers, on est en train de mettre en place des BSPCE qui sont un outil indispensable dans les petites structures aujourd'hui par rapport au fait qu'on ne peut pas encore les payer à leur juste valeur. Et c'est vrai que c'est un challenge pour eux. Ça leur permet de se visualiser dans quelques années par rapport au fait qu'eux aussi peuvent gagner avec nous tout autant sur la réussite de l'entreprise. Et vous avez toujours voulu être entrepreneur tous les trois? C'est-à-dire que Maëlys, Charlotte, Mathieu, parce que être salarié c'est génial, tu es tranquille, au pire tu te fais virer, tu vas au prud'homme, tu prends du pognon, enfin, c'est bien, non? Pourquoi prendre des risques? Alors moi j'étais quand même salarié du coup en sortant d'école. Oui, mais en fait ce qui moi m'a lancé, c'est que donc je devais rentrer chez Procter après mon diplôme et j'avais mon dernier stage de fin d'études à faire et je me suis dit je vais le faire ailleurs que chez Procter puisque de toute façon je vais aller bosser chez Procter après. Et à l'époque en 98 ça commençait un petit peu à parler d'internet en France. Il y avait 100 000 abonnés internet et là je trouve une boîte dirigée par Stéphane Trépos qui était un ancien HEC. Bien sûr. Et qui était donc patron d'AOL. Et donc j'ai rejoint pour mon dernier stage AOL et en fait je suis en 6 mois on est passé de 100 000 abonnés internet en France à 1 million et là j'ai découvert ce que c'était qu'un environnement cet environnement qui était juste dingue et j'ai dit je peux pas retourner vendre des shampoings et des couches, voilà, je vais rester là-dedans. Et c'est un de mes clients qui est venu me proposer un jour le projet qui a fait que je suis parti. Mais donc j'étais pas parti pour être entrepreneur à la base. Charlotte, toi tu as eu quand même 2 jobs, même si ça a duré que 2 ans. Et le tilt, tu l'as eu comment? Grâce à l'idée d'entreprendre ou parce que... Ouais, moi c'est vraiment la passion pour le projet et du coup cette idée qui m'a poussé à entreprendre, mais j'étais pas du tout parti pour être entrepreneur avant. Non, je m'étais fixé un peu évolution dans le marketing, après sur des métiers plus commerciaux. Mais non, c'est pas du tout une vocation a priori. Et en fait, voilà. Ouais. Et toi, Mathieu?
C'est marrant parce que moi aussi c'était la même chose. Moi c'était dû à une problématique qui est devenue une idée et qui ensuite a été mon associé qui m'a dit quitte ton travail, on se lance. J'ai quitté mon travail et lui a mis 4 mois à quitter le sien, donc j'étais un peu en flip à ce moment-là d'ailleurs, mais en fin de compte ça s'est bien passé et on a pu se lancer convenablement avec toutes les opportunités qu'on a pu avoir jusqu'aujourd'hui. Alors vous avez tous les trois créé très jeunes. Si demain un vieux de 50 ans par exemple veut créer, c'est bien de créer à 50 ans ou c'est trop tard? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Par contre, il y a la situation qui permet de le faire ou pas. Moi, je rencontre énormément chaque semaine de personnes qui ont des idées, qui ont envie de se lancer et qui me demandent de regarder un peu leur business plan, mais qui ont besoin de se payer tout de suite. Et c'est un leurre de croire qu'on peut se payer tout de suite, quoi. Donc quand vous avez 50 ans, vous avez 4 enfants et vous avez un loyer à payer, ou des mensualités de crédit à rembourser et une résidence secondaire et votre femme elle est habituée au voyage ou ainsi de suite, au Club Med, le problème c'est c'est compliqué de maintenir. Voilà. Donc c'est quand même plus compliqué à 50 ans que quand on a 20 et quelques et qu'on s'en fout de manger des pâtes ou des cornflakes tous les soirs, quoi. Et on n'a rien à perdre en plus. Et on n'a rien à perdre. Et on n'a rien à démontrer à personne. Et voilà, on n'entraîne personne dans sa chute si jamais il y en a une, quoi. Charlotte? Je dirais, en même temps, les ruptures conventionnelles sont un peu faites pour ça, quoi. Ils sont quand même une belle aide et pendant 2 ans accompagnent les entrepreneurs. Voilà, donc à 50 ans, on a aussi des salaires un peu plus confortables. Grâce à la rupture conventionnelle, on peut aussi accompagner. Alors, on va manger peut-être un peu plus de pâtes, un peu plus régulièrement, mais ça va pas non plus. Non, mais c'est qu'à 50 ans, l'appartement est payé en théorie, les enfants sont grands. Enfin, il y a aussi d'autres avantages, quoi. BPI France, ils font du bon boulot ou pas? Moi, je dirais que oui, ils nous ont toujours aidés, en tout cas sur toutes les levées. On a réussi à Ton premier contact, Charlotte, avec eux, c'était comment? Ton premier contact, t'es allé les voir? Premier contact, on était allé les voir quand on a fait justement, quand on est allé voir on a closé notre premier deal avec les Business Angels, on est allé voir BPI. On a réussi à faire un petit levier avec eux et ils nous ont accompagnés sur toutes les levées. Ça, c'est bien, ça. Et on est toujours en contact avec eux de manière très régulière. À chaque étape de développement, il y a la bourse attribuée, etc. Non, franchement, je pense que BPI est un super accompagnateur pour les startups. Ouais. Mathieu? C'est aussi un très gros levier. Il ne faut pas oublier qu'à chaque pôle d'investissement, eux en mettent la moitié, donc c'est pas négligeable. Il y a aussi l'Europe qui aide, mais BPI soutient aussi via la vision stratégique et les objectifs qu'on s'était fixés. Nous, quand on est allé les voir au début, on avait commencé par cette fameuse une bourse French Tech. On avait établi des chiffres et puis quand on s'est revu dernièrement, il y a un peu moins d'un mois, on a regardé les chiffres qu'on avait déjà disposés 1 an et demi auparavant et on s'est rendu compte qu'on était quasiment aligné par rapport à ce qu'on avait dit. Donc il nous a dit que c'était très rare. Vous avez tenu vos prévisions? On a tenu nos prévisions, aussi improbable que ça pouvait l'être, parce qu'on s'en souvenait absolument pas. On a ressorti les vieux dossiers tout plein de poussière. Et en effet, ils sont là pour nous guider sur la vision qu'on avait disposée en fonction de la stratégie à poser. Et donc ce qui est bien, c'est que ça nous met une petite piqûre de rappel par rapport à ce qu'on s'était dit et où est-ce qu'on va. Et eux, ça leur permet de jauger aussi et de nous accompagner pour la suite. Mélisse, tu as un avis sur BPI France? Oui, moi j'accompagne 2 entrepreneurs qui ont lancé un projet pour lequel ils ont obtenu aussi une bourse French Tech de la BPI. Donc c'était super soutien. Puis c'est aussi une preuve que vous mettez en face au client qui rend votre projet plus crédible, hein, quand vous avez un soutien financier. Alors, ça concerne plus toi, Mélisse, que pour l'instant Charlotte et Mathieu. Mais à quel moment on sait qu'il faut vendre sa boîte? À quel moment on se dit, allez, c'est maintenant, c'est pas il y a un an, c'est pas dans un an, c'est maintenant? Alors, moi, je compare souvent le perso au pro, hein, et je m'inspire beaucoup de ma vie perso. À quel moment on se divorce? Non, mais ma mère, elle m'a toujours appris qu'il faut savoir quitter une fête au meilleur moment, quand on s'amuse le plus. Et moi, j'avais l'impression que je m'étais vraiment très bien amusé et que ça allait commencer à être de plus en plus compliqué. Et le boulot 7/7, 24/24, avec 2 enfants en bas âge, à un moment donné, j'ai dit stop. Donc voilà, et Sodexo est venu nous voir. À l'époque, ils ne voyaient pas que nous, ils voyaient 2 boîtes, une petite et nous, on était dans les 3 premiers. Et parmi les 8 premiers acteurs, on était les 2 seuls qui n'avions pas fait de levée de fonds avant. Donc on était les seuls achetables. Et en fait, l'autre a fait la levée de fonds pendant l'été, et donc il restait plus que nous. Donc la négo était assez facile, parce que Sodexo voulait absolument rentrer sur le secteur. Il n'y avait plus que nous, donc voilà. Et toi, Charlotte, tu y penses à vendre ta boîte? Alors c'est jeune, hein, mais il faudrait bien la vendre un jour. Vous allez dire non et non, mais c'est oui et oui.
Demain, on arrive avec un gros chèque, vous allez dire oui, c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est jamais, on transmettra ça. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, ce sera peut-être dans quelques temps. Effectivement, on y pense et on prépare aussi un peu la suite. En tout cas, on n'est pas en train de construire un business qu'on veut léguer plus tard et garder pendant aux enfants 20 ans, qui ont moins 4 mois. Non, c'est pas vraiment l'idée. Donc oui, on y pense et là, en ayant fait rentrer effectivement notre dernier investisseur en novembre 2018, qui est un groupe sud-africain. L'idée, c'est de s'engager aussi potentiellement sur le long terme avec eux. Donc, on a avec eux une potentielle future acquisition qu'il va falloir bien gérer. Toi, Mathieu, tu vas encore Pour l'instant, on ne sait pas Parce encore. que le marché du masque, c'est quand même porteur. Hein. C'est quand même assez porteur. On l'estime à, il me semble, 100 milliards en Asie. 100 milliards de masques ou de dollars de parts de marché, directement, uniquement sur l'Asie en 2022. Donc ça reste quand même un très gros marché, c'est pour ça qu'on n'a pas l'intention de vendre directement, mais à partir du moment où on sait où on a des investisseurs qui sont rentrés, on sait que forcément peut-être un jour il y aura des sorties. Et à partir de là, nous, il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente par rapport à la croissance de la société. Et nous, aujourd'hui, ça dépend de la typologie de projet, encore une fois. On a des secteurs d'activité, comme on discutait tout à l'heure, à aller chercher dans notre domaine qui sont quasiment infinis par rapport aux problématiques de la qualité de l'air. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille sur des dispositifs professionnels, enfin personnels, pour des personnes qui se protègent en vélo et en moto. Mais là, on commence à travailler avec l'armée, avec les forces spéciales, avec les groupes aéroportuaires, avec peut-être demain les climatisateurs. Automobiles aussi, peut-être. Exactement, les climatisateurs, etc., les grandes chaînes de groupes d'hôtels. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore d'intention de revendre, mais on sait forcément que peut-être un jour il faudra laisser sa place. Toi, tu vas la vendre cher ta boîte, je sais pas pourquoi. Alors, toi aussi, Charlotte. Maëlys, les fonds d'investissement, là, tous ces gens gentils qui vous disent je viens, je mets un petit peu de sous, je prends quelque part, tout ça, ils sont gentils ou ils sont méchants? Ça dépend lesquels. Hein. Quelques mauvais, tiens, citons quelques mauvais, puis après on passe sur les bons. Il a déposé le bilan, le premier qui avait investi chez moi. Comment on choisit son fonds si on a le choix? Alors, moi, là, j'ai un fonds d'investissement qui me suit parce que les bâtiments que je construis coûtent à chaque fois 2 millions d'euros d'investissement. Donc, j'ai besoin d'être accompagné. Et j'ai eu la chance de rencontrer le grand patron d'Amundi, qui s'appelle Yves Perrier, et qui a créé un fonds Finance Solidarité qui n'investit que dans les projets de ESS, et qui s'est beaucoup intéressé à ce qu'on fait. Et du coup, on est suivi par Amundi aujourd'hui, ils ont investi 10 millions d'euros et qui nous permettent en fait à chaque fois qu'on crée un bâtiment d'apporter 500 000 en fonds propres. Et Finance Solidarité est un fonds pour le coup vraiment super parce qu'ils sont pas du tout dans l'ingérence. Ils nous ont énormément challengés, non pas sur les indicateurs économiques, mais sur les indicateurs de mesure d'impact social. Et ils nous ont fait beaucoup progresser du coup. C'est même un investisseur qui évalue aujourd'hui notre réussite en fonction de l'évolution positive du reste à vivre de nos colocataires. C'est quand même dingue. Donc plus il leur reste, moins ils payent finalement, mieux on a réussi notre affaire. Charlotte, le bon fonds pour la bonne entreprise? Le bon fonds, je pense qu'on est allé chercher le fonds le plus ambitieux qu'on avait rencontré, en tout cas celui qui avait aussi les meilleures performances. On s'est plutôt tourné nous vers des fonds étrangers historiquement, donc c'était pas forcément un choix de base, mais on est allé chercher d'abord des Américains et ensuite des Sud-Africains. L'histoire s'est présentée comme ça. Et donc des fonds qui avaient à la fois les poches profondes et puis aussi qui avaient plutôt un beau track record, quoi. Clairement, la crédibilité du fonds joue beaucoup sur la suite. Ils vont pas forcément accompagner et faire tout seuls toutes les prochaines étapes. Mais ils peuvent faire des belles intros et donner confiance au prochain. Donc ça, c'est et vivre au important. quotidien avec un fonds, ça va? Il y a pas du reporting chaque minute, tout ça, là, ça va? Il y a du reporting chaque minute, on évite, sinon c'est chiant. Mais il y a du reporting, ça fait partie du jeu, quoi. Clairement, au moins en mensuel, et puis on fait ça, on essaie de. Plus vite on s'est structuré, plus facile c'est d'accepter et d'accueillir un fonds aussi au capital. Toi, Mathieu, tu as été extrêmement courtisé. Nous, on a eu de la chance, on voulait partir sur des family office à la base pour finaliser notre tour. On a eu pas mal de personnes extrêmement intéressantes qui n'étaient pas au-delà de l'argent investi, mais surtout au niveau du profil et des compétences passées, des clés pour la succès du projet. Et on a fait la connaissance de Citizen Capital, qui est un fonds d'investissement à impact
qui suivait aussi pas mal nos idées et nos stratégies. Lui, il va nous aider à nous focus et à avancer sur le côté sociétal et environnemental par rapport au fait qu'on a des track records qui sont par rapport aux aspects financiers de la société qui sont évidents, mais aussi par rapport à l'impact réel qu'on va avoir sur notre projet. Et ça, c'est ce qui nous a séduit chez eux. Bien sûr, on fait des reporting, ils nous aident aussi à nous structurer. L'avantage des fonds professionnels comme cela, c'est qu'ils vont nous permettre de nous mettre des outils à disposition pour ensuite mieux piloter de manière générale notre société. Et ça, les investisseurs qui sont extérieurs, par exemple des family office qui sont moins demandeurs de ce type de documents, en sont ravis aussi et ça nous permet de tous ensemble avoir la meilleure communication sur le futur. Question du public, alors, est-ce qu'un DAF peut devenir entrepreneur? Est-ce qu'un DAF peut devenir entrepreneur? Question bizarre, Ingrid. Alors, déjà, tout le monde peut devenir entrepreneur. Donc, et a fortiori, c'est une grande qualité pour moi dans une équipe d'entrepreneurs d'avoir un DAF. Ouais. Charlotte, tu peux dire non. Non, mais je ne peux pas dire non, je dis oui. Je vois pas pourquoi. Ouais. Je vois pas pourquoi non. Toi, Mathieu? Voilà, même chose, tout le monde peut être bon, c'est bien, bonne question, bonne réponse. Alors, que peut apporter l'expertise d'un DAF à un entrepreneur aux différentes phases de maturité de son entreprise? Alors, on vient à cette notion de gestion qui est importante, Mélisse. Oui, de gestion et de compréhension des indicateurs de performance, voire même de la création au départ, la compréhension, l'analyse. Moi, j'ai aussi, je suis arrivé donc DAF de mes boîtes un peu par là. Je l'ai raconté tout à l'heure l'histoire, mais j'ai mon beau-frère qui est un entrepreneur hors pair aussi, qui lui par contre ne maîtrise pas du tout les chiffres. Il est seul associé de sa boîte et donc il a toujours eu des DAF et il s'est toujours fait malheureusement un peu mener en bateau par ses DAF. Ah oui. Ouais, et donc moi c'est quelque chose que j'aurais pas pu aller, j'aurais pu m'associer à un DAF si j'avais pas été financier, mais j'aurais pas pu dépendre d'un DAF en tant que collaborateur. Charlotte? Moi, je pense sur les différentes étapes, au début, c'est aider la boîte à se structurer, et notamment structurer son reporting. Comme je le disais, quand on a accueilli des fonds, ce qui était chouette, c'était qu'on s'était déjà structuré grâce à nos business angels, notamment, qui nous ont un peu aidé à avoir des bons reporting hyper clairs, etc., sur lesquels on allait gagner du temps ensuite. Donc, je pense qu'un DAF peut aider vraiment à la structuration au départ, et ensuite, dans une deuxième étape, plutôt à la projection. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, et plus vision strat, etc. Et voilà, le DAF au service du business, quoi. Et de la vision. Je trouve que c'est un peu les deux étapes. Mathieu? Nous, on est encore assez jeunes pour donner une réponse là-dessus, mais je sais qu'au début, on n'avait pas de DAF. Et on est allé très vite. Je pense qu'on a coupé des étapes qu'il fallait couper tout simplement pour gagner du temps. Et je pense qu'il n'était pas forcément recommandé si on avait eu un DAF. Ça nous a donné cette liberté aussi d'aller un peu vite, sans en faire n'importe quoi encore une fois, mais d'essayer de vraiment couper les choses qui étaient inutiles, qu'on estimait inutiles dans la croissance de la société. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce DAF vient nous apporter cette structure de passer tout simplement de la start-up un peu folle, avec de la création en tout genre et puis surtout de la mise en place de nouveautés et d'innovations, à une vraie société structurée qui va pouvoir mettre en place des process, créer des filiales et être tout simplement rentable de la manière la plus sereine possible. Et alors, le DAF pour une boîte comme toi, 12 personnes, est-ce que ce même DAF sera un bon DAF compétent selon toi quand vous serez 2000 personnes dans la boîte? Ou est-ce qu'il faudra changer de DAF parce qu'il va atteindre son plafond de verre? Ou pas forcément? Ça, j'en sais rien, malheureusement. Tout dépend de la personne qu'on aura rencontrée. Et après, tout simplement, il peut y avoir un DAF et un cabinet extérieur, peut-être, qui peut venir nous conseiller sur des choses lorsqu'il faut scale, là où lui, malheureusement, a ses limites. Mélisse ou Charlotte, pardon. Ouais, non, moi je voulais juste dire un truc, je sais pas si c'est un peu une digression par rapport à la question, mais parmi les DAF qu'on a rencontrés quand on a fait notre premier recrutement, je pense qu'on allait chercher avant tout, c'était la souplesse et l'agilité qui est pas forcément une habitude dans les process de travail, dans les méthodes de travail d'un DAF qui a plutôt opéré dans des grosses boîtes, dans des grosses structures, etc. Et même à 4 ans, après une boîte de 4 ans, on cherche vraiment quelqu'un qui va nous aider à nous structurer, mais qui va garder vraiment beaucoup d'agilité. Et c'est d'ailleurs ce qui lui permettra par ailleurs d'être bon à 4 ans, mais d'être bon d'accompagner la boîte sur de suivre un peu le business. Je pense que ça c'est vraiment une qualité, en tout cas nous qu'on a vraiment recherché dans les profils rencontrés. Mélisse, la boîte qui grandit, c'est avec le même DAF ou ça change? Moi, je pense, d'un point de vue réaliste, c'est pas que ça concerne pas que le DAF. C'est au début, on a des petits moyens dans les startups, donc on recrute plutôt des juniors, et c'est pas fréquent que
si la boîte grossit sur 20 ans, chacun a le temps de grandir avec. Mais quand elle grossit très très vite, je vois rarement dans les boîtes de mes amis entrepreneurs qui ont vite grossi, les personnes qui sont encore au poste de direction qu'ils occupaient 4-5 ans avant. Et ça, encore une fois, ça concerne tous les postes. Et l'entrepreneur, c'est pareil. Moi, à un moment donné, j'ai senti que j'étais arrivé à mes limites chez Crèche Attitude, et j'ai dit, plutôt que de faire prendre le risque à ma boîte, que je suis pas assez, j'ai pas les épaules assez larges pour porter ça, je préfère la remettre entre les mains de personnes qui savent faire, quoi. Bon, pour terminer, Maëlys, t'adores Johnny? Ta chanson préférée, c'est laquelle? L'envie. Tu peux la chanter ou pas? Non. Ça Pourquoi non? Alors, soit tu chantes, soit tu nous dis combien t'as touché avec Sodexo. T'as deux solutions, enfin, ces deux seraient sympas. Toi, Charlotte, t'adores cuisiner. Hein, ton dernier bon petit plat préparé, c'était quoi? Le dernier bon petit plat qui a régalé ton mari, tes copains, tout ça, la famille. Ça, je sais pas, c'est peut-être un risotto, c'est un peu ma recette fétiche, facile. Ouais. Et toi, Mathieu, t'as un fou de moto. Donc, t'as combien de motos? 4. 4. Elles ont des noms, des prénoms, elles ont des marques, il faut de... Non, c'est juste, ça dépend du temps. Et... T'as quoi comme moto? Tu peux les donner? C'est des vieilles motos de collection et des motos pour rouler en famille. On est une famille de motards, donc voilà, on part se balader en Inde, faire des tours de moto autour de l'Himalaya quand on a du temps pendant les vacances. En famille, tout ça, papa, maman, maman, un peu tout spéciale, ça, exactement. Ouais, sinon tout va bien, ma famille, les champignons, ça marche bien. Tout le monde va bien, personne n'est tombé, tout le monde est en pleine santé et tout le monde est très content. Bon, et ils devaient être formidables, ils l'ont été, on applaudit très chaleureusement Maëlys, Charlotte et Mathieu. Merci.